Donc on va commencer. Merci beaucoup à tous et à tous d'être là ce soir pour cette 3e working lecture de la chaire beauté. Donc la chaire beauté, je vous rappelle, est une chaire de formation et de recherche liée à l'université Paris Sciences et Lettres, l'université PSL. La caractéristique de cette chaire, c'est d'aborder la question de la beauté d'un point de vue très pluridisciplinaire, donc aussi bien les sciences humaines que les sciences dures, la physique, l'histoire, le spectre le plus vaste, jusqu'aux artistes, puisque dans nos différentes working lectures précédentes, nous avons eu l'occasion d'accueillir des artistes comme Anne-Veronica Janssen, qui nous a parlé des couleurs structurales, ou des physiciens comme Benoît Roman, qui nous avait parlé du pli. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Anne Simon, et sous le très beau titre de Une arche de beauté, elle va nous donner aujourd'hui l'occasion de réfléchir à la beauté du vivant, à la beauté de l'animal, et nous introduire sa discipline, la zoopoétique. Elle en dira certainement un mot. Alors Anne Simon est une figure centrale, véritablement aujourd'hui, de la réflexion sur l'animal. Elle est directrice de recherche CNRS, elle est directrice du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine à l'ENS, qui est également rattaché à PSL. Alors, selon le principe, donc maintenant un petit peu rodé de la working lecture, notre invitée, Anne Simon, va nous proposer son axe de recherche, son hypothèse de questionnement des liens entre l'animal et la beauté, puis 2 autres chercheurs venant d'horizons un petit peu différents viendront compléter, aiguiller, souligner, questionner cette hypothèse de recherche afin de la faire travailler et justement d'en voir toute l'actualité et tous les débordements possibles. Alors, nous accueillerons donc dans un second temps, voilà comment va se présenter la soirée. Premier temps, Anne Simon nous présente cette hypothèse de recherche, puis Baptiste Lanaspez et Patricia Ribaud donc, viendront questionner, enquêter, titiller Anne Simon pour aller plus loin, pour étoffer, pour élargir les perspectives. Alors, en guise de préambule, Baptiste Lanaspez est le directeur des maintenant très fameuses éditions Wild Project. Il connaît très bien les recherches d'Anne Simon, puisqu'il a été son éditeur pour son dernier livre, Une bête entre les lignes, un essai de zoopoétique qui vient de paraître il y a 6 mois, à peu près. Patricia Ribaud également viendra questionner cette hypothèse de recherche, qui est professeure à la Weissensee Kunsthochschule de Berlin. Elle est aussi enseignante aux Beaux-Arts de Paris et à la Humboldt-Université de Berlin. Patricia Ribaud et Baptiste Lanaspez sont également 2 auteurs de notre abécédaire de la beauté. Donc j'en profite pour introduire ce livre qui a été édité et commandé par la chaire beauté et qui aborde justement la question de la beauté du point de vue le plus large possible, d'un spectre de disciplines le plus large possible. Et donc il vient de sortir aux éditions B42. Et nos deux co-animateurs donc, pourront interroger aussi la question de l'animal du point de vue des entrées qu'ils ont choisi de traiter. L'écologie pour Baptiste Lanaspez, la pieuvre pour Patricia Ribaud. Et je conclus cette petite introduction par des remerciements. Je remercie bien sûr le Musée national d'histoire naturelle, l'équipe de PSL, Nazanin, Flore et Yuriko, ainsi que notre soutien, notre mécène L'Oréal. Je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. Donc, merci beaucoup Clélia pour cette présentation et merci aussi à l'équipe du musée qui est une sorte d'arche en réalité, qui me fait d'ailleurs penser à l'Arche Titanic d'Éric Chevillard. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Voilà, Arche et Titanic, ça dit long sur ce que c'est que l'Arche de Noé ou l'Arche de Gilgamesh aujourd'hui. Mais c'est pas par là que je vais commencer
Mon hypothèse principale, ça va être de relier beauté et mouvement, et de relier le vivant et la littérature. Voilà. Et cette proposition zoopoétique, on l'évoquera en réalité plus en détail tout à l'heure au moment de la discussion. Je ne vais pas vous faire une définition de la zoopoétique, je vais plutôt la mettre en pratique. Et puis on en parlera un petit peu après en revenant sur ce mot bizarre. Alors, je vais commencer par une citation d'Elias Canetti. Vous la voyez bien? C'est assez gros, pas tout à fait. Bon. Depuis que j'ai observé la démarche d'un guépard, j'ai été pris par cette ivresse de l'allure. On ne vit l'émotion de la beauté physique qu'en regardant les animaux. Sans les animaux, la beauté disparaît. Et c'est Elias Canetti qui a écrit ça en 1956 dans une sorte de journal de prise de notes qui s'appelle Die Provinz des Menschen. Alors voilà, peut-être que le territoire de l'homme, ce n'est pas vraiment un territoire, c'est peut-être une province. C'est intéressant, on pourrait peut-être en parler. Des années plus tôt, en 1942, on est en pleine guerre, il est en plein exil. Canetti marque de façon peut-être paradoxale ou pas l'importance vitale de la littérature en cette période de guerre, mais c'est à propos d'un animal et à propos d'un texte en même temps. C'est seulement après avoir lu le poème de Blake que j'ai su... C'est seulement après avoir lu le poème de Blake que j'ai su ce qu'était réellement un tigre. Un tigre, un tiger chez Blake, qui est intensité pure. Un tigre, comme vous le voyez, qui est burning bright, expression assez difficile à traduire, brûlant, étincelant, brûlant éclair dans certaines traductions, feu et flamme dans celles que je vous ai mis, tigre, feu et flamme dans les forêts de la nuit. Et voilà, ce qui est important dans le poème de Blake, c'est cette formidable symétrie, mais une symétrie qui éclate assez vite. Alors creusons un peu ces citations de Canetti. D'une part, vous le voyez, la beauté est liée à une émotion. On ne vit l'émotion de la beauté physique qu'en regardant les animaux. Elle est liée à l'émotion et celle-ci n'est pas simplement dépendante en quelque sorte des animaux, elle est en réalité en prise sur leur démarche, sur leur allure. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui est donc, je dirais, fondamental dans cette citation, c'est que finalement, ce qui compte, c'est le mouvement animal pour la beauté, et c'est la grâce, finalement, qui est propre à leur espèce. D'autre part, si c'est en regardant les animaux que nous avons accès à la beauté, on le voit avec la deuxième citation sur Blake, c'est en retour la littérature, la poésie, qui nous donne le savoir réel, j'ai su ce qu'était la beauté, qui nous donne le savoir réel et intuitif de ce qu'est un animal, un savoir qui donc ne relève pas de la science, de la biologie. Alors, inutile de chercher qui de l'œuf ou de la poule, du poème ou de la bête est né en premier, car mon hypothèse principale en zoopoétique, c'est vraiment qu'entre la vivacité animale et la puissance expressive du langage ou la puissance expressive du chant, eh bien, c'est d'une très archaïque émulation dont il est question, une émulation entre vivacité et langue. Je rappelle juste en passant, on pourra y revenir, que notre alphabet est issu il y a plus de 3000 ans de très antiques aleph-bêtes qui étaient notamment composés d'images représentant des animaux, des éléments. Donc quand on écrit, on n'est pas du tout dissocié du vivant en réalité, c'est juste qu'on l'a oublié. Alors ce que nous dit encore Canetti, c'est que l'Arche de la beauté dont je vais vous parler renvoie de façon indissociable au langage et au monde. On voit un animal, mais on a conscience de ce que c'est que la beauté animale à partir d'un poème. Notre cerveau, notre imaginaire, nos bibliothèques sont peuplées d'une beauté animale. Et cette arche du langage est elle-même embarquée sur une autre arche, cette terre commune aux humains et aux animaux, cette planète habitée par différentes espèces, mais cette planète aussi qui est sédimentée par des bêtes qui font d'elle non seulement une planète vivante, mais des bêtes qui contribuent à la beauté humaine. Alors qu'est-ce que je veux dire là, j'en viens à la citation de Michelet, qui est un grand historien de la Révolution française et de l'humain, mais qui est aussi un grand naturaliste, un grand amateur d'histoire naturelle. Tes cités, tes Louvres, tes Capitoles se sont bâtis de nos débris, s'exclame l'insecte chez Michelet.
Donc c'est particulièrement intéressant parce que finalement, on voit que la beauté animale, c'est aussi ce qui provoque la beauté culturelle en quelque sorte. Donc selon moi, en termes écologiques, on ne peut pas séparer l'écologie et la beauté. Une écologie qui serait uniquement utilitariste, qui raisonne uniquement en termes de ressources, d'environnement, dont l'humain serait encore le centre. Dans environnement, vous entendez l'environ de l'humain. Une écologie qui ne parle que de biodiversité à conserver. Qu'est-ce qu'il faut conserver exactement ? De régions jusqu'alors délaissées qui deviennent aujourd'hui bonnes à exploiter puisque leur vent est bon à exporter en quelque sorte, alors qu'elles n'étaient pas du tout prisées auparavant. Donc cette écologie est pour moi une anti-écologie. C'est une écologie pénétrée sans doute de louables intentions, les réserves naturelles, le développement durable, etc. Développement durable. Mais finalement, on ne sort pas du lexique et donc du système productiviste. Je vous renvoie par exemple le nouveau mot de Arche aujourd'hui. Ce n'est pas Arche, c'est biobanque. Les biobanques de semences, les biobanques d'ADN de San Diego ou de la réserve du Svalbard. Voilà, donc on fait des réserves de semences au lieu de les donner aux paysans pour cultiver. On les garde bien dans des coffres-forts, voilà, en cas de catastrophe ou de déluge planétaire. Alors, il me semble qu'on a en fait un besoin vital de beauté dynamique. Vous avez compris que je parle d'une beauté qui est en mouvement. On a besoin d'une écologie aussi inutile, d'une écologie désintéressée, vouée à l'expansion sensible et métamorphique des vivants. Et c'est très compliqué en réalité, parce que qui dit mouvement dit place. Il faut laisser de la place pour qu'il y ait du mouvement. Et je pense que c'est là un des grands problèmes de notre contemporanéité. Et je rappelle aussi, pour ce qui concerne l'humain, après tout, les humains sont aussi des animaux, et je peux faire un petit aparté, que la première définition de la liberté, pour moi, on parle souvent de la liberté de parole, etc. Non, et surtout en tant que femme, la première des libertés, c'est la liberté de mouvement dans un espace ou dans un pays. Alors revenons un petit peu à nos métamorphoses et à nos métamorphoses linguistiques. Les animaux, vous entendez dans ce mot, ce sont des animés. On entend le mot âme, anima, animus, animé, et on entend aussi le mot mouvement, la motion. La motion, elle n'est jamais très loin de l'émotion qu'on a vu tout à l'heure qu'on a abordé tout à l'heure avec Canetti. Alors, si les animaux sont des animaux, mais qu'est-ce qu'un mouvement ? Et c'est le phénoménologue ou le philosophe, c'est plus simple à dire, Erwin Strauss, dans la deuxième citation, qui nous rappelle quelque chose de très simple. D'abord que se mouvoir et sentir, c'est lié. Être immobile, être arrêté, être aux arrêts, être dans une cage, c'est avoir une sensorialité évidemment amoindrie, et un sens du monde et de la beauté du monde qui n'existe plus. Et surtout, il nous rappelle que l'attrayant et l'aversif, le fuir et le suivre, sont intrinsèquement liés en quelque sorte. Donc une écologie de la beauté passe par le désir de rendre possible cette articulation, cette fluidité du mouvement, qui, vous l'avez compris, est une façon temporelle d'investir l'espace. En zoopoétique, en tout cas pour ce qui me concerne, je n'envisage jamais l'espace. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Je raisonne toujours en termes d'espace-temps et d'espace-temps différenciés selon les différentes espèces ou éléments d'ailleurs, où règne. Même la notion de règne, elle est à faire complètement exploser. Évidemment, règne animal, règne végétal, règne des champignons, règne des protistes. Enfin, on en invente à chaque fois parce que nos castes sont jamais assez fluides pour faire rentrer toute l'Arche de Noé à l'intérieur de nos grilles. Donc, de l'araignée à la baleine, finalement, les animaux sont doués d'une sensibilité qui peut prendre la forme d'un mouvement binaire primaire, déploiement d'un côté, rétractation de l'autre, et ça peut être très beau d'ailleurs aussi ce mouvement premier. Mais la plupart des espèces, en tout cas celles qui sont assez développées, sont douées d'un mouvement inventif, d'un mouvement méfiant, exalté, sans but, joyeux. Et ce mouvement, ça provoque quelque chose de très intéressant en art comme dans la nature. Ça provoque des lignes, et des lignes qui sont prises, encore une fois, dans une temporalité. C'est la citation de Paul Klee, le facteur temps intervient dès qu'un point entre en mouvement et devient ligne. Je trouve ça magnifique. Ne nous y trompons pas, vous l'avez bien compris, Paul Klee n'est pas un géomètre, au contraire. Avec lui, comme l'avait bien compris le poète Henri Michaud, une ligne rêve.
Et il me semble que s'il y a bien des gens qui font rêver les lignes, et c'est pas pour rien que le livre que j'ai publié aux éditions Wild Project s'appelle Une bête entre les lignes, où ce qui compte, c'est peut-être cette préposition, ce que j'appelle les petits mots. Je dis toujours qu'une pensée sensible, c'est une pensée qui fonctionne avec l'adjectif, avec le petit mot, avec les attributs, avec les prépositions, bien plus qu'avec les grands noms. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc cette ligne qui rêve, les écrivains mettent en pratique cet exercice du langage, qui les place en prise rythmique sur la vie qu'on peut peut-être définir comme une modulation, peut-être. Et une page lue, il ne faut pas l'oublier, n'est pas séparée de la vie. Une page lue, c'est une expérience temporelle elle-même, vous le savez très bien. Alors j'ai pris un premier exemple, et vous verrez qu'on en a beaucoup. Le poète Jacques Roubaud va s'attacher dans un livre qui s'appelle « Les animaux de tout le monde », soi-disant un livre pour enfants, qui n'est pas du tout et pas seulement un livre pour enfants. Il va s'attacher à la vitalité donc, de ces bêtes. Les animaux de tout le monde, c'est quoi ce titre ? Eh bien, ça renvoie tout d'abord aux animaux que nous fréquentons, les animaux que tout un chacun nous aimons et qui font partie de nos existences. Ces animaux qui très souvent ne sont pas ces animaux des lointains, des confins, ces animaux des jungles qu'on nous présente volontiers comme étant les animaux littéraires. Les chats, les chiens, les animaux domestiques font partie de notre monde et nous faisons partie du leur. Et évidemment, leur beauté nous enchante au jour le jour. Donc voilà, nous avons des animaux, chacun en quelque sorte, à moins que ce soit eux qui ne nous aient, c'est toujours l'éternelle question. Et puis les animaux de tout le monde, c'est aussi ces animaux qui librement parcourent le monde entier, un monde donc qui se définit comme un tressage d'une infinité de lignes, des lignes majeures ou des lignes mineures ou des lignes minimes si on préfère. Alors, comment restituer, nous demande Jacques Roubaud, comment restituer l'activité d'une fourmi, sinon en rendant compte que sa beauté réside dans sa capacité à déployer à même le monde une syntaxe affairée qui est celle de son espèce. Il est possible que la beauté animale soit liée aux caractéristiques d'espèces. C'est une grande question. Dans la Bible, par exemple, au tout début de la Bible, ça revient toujours selon son espèce. Et c'est une expression qu'on va retrouver chez de nombreux auteurs, dont Francis Ponge, dont je vais parler tout à l'heure. L'idée qu'il y aurait des beautés caractéristiques de certaines espèces, et peut-être que l'affairement est celui de la fourmi. En tout cas, avec fourmi, mini, minuscule, semi de virgule, demi de demi, remue ton mille, ton brin, ta pilule, etc., eh bien, on a affaire à un poème en mouvement, sous forme de comptine, qui suit l'activité incessante de la fourmi. On a une arpenteuse infatigable et familière, qui nous est donné tout d'abord comme un rythme. Il me semble que ce qui caractérise d'abord la fourmi dans ce poème, c'est un rythme à la fois très vif et très doux, en 2 temps, fourmi. Parfois, on a une petite élongation en 3 temps, mini, minuscule. Et cette fourmi, qui est une noire virgule, Roubaud essaye de nous dire par là qu'elle écrit une sorte de texte, qu'elle nous ouvre le dictionnaire du monde. Et quel est ce dictionnaire ? C'est celui des petits mots, celui des mots monosyllabiques, ton brin, ta pilule, etc. 1000. Tout est petit donc dans ce poème, tout est beau aussi. Et finalement, ce qu'il essaye peut-être de nous montrer, c'est que la fourmi ponctue la terre, semi de virgule, elle ponctue la terre comme nous ponctuons une phrase, en engrangeant l'infime en quelque sorte. Beauté peut donc rimer avec ténuité, pas seulement avec tiger, avec symétrie, avec le grand félin, etc. Et cette ténuité, c'est peut-être une manière active d'être fourmi. Alors, de façon intuitive, et je pense que Baptiste, on pourra en reparler, et que tu seras d'accord avec cette thèse, c'est que parce que je suis une animale parmi d'autres animaux, et que donc les animaux ne me sont pas étrangers, puisque je suis mammifère, primate, vertébré, etc., je peux très bien imaginer de façon intuitive que la beauté se déploie pour d'autres espèces que la nôtre, et que les animaux ont eux aussi un sens désintéressé,
un sens dépourvu de but pratique. Et il y a beaucoup d'articles dans l'abécédaire de la beauté sur ce sujet. On en parlera avec Patricia Ribaud tout à l'heure sur les variations incroyables de l'autoprésentation, par exemple, de la pieuvre, qui peuvent fonctionner comme une improvisation musicale à nos yeux. Il y a aussi un article de Julien Renoux aussi qui m'a intéressée sur ce sujet, sur le fait que la beauté est désintéressée et que peut-être les animaux et peut-être avant tout les animaux ont peut-être plus que nous un sens désintéressé du rapport au monde, puisque notre grand problème c'est justement le temps et ce que Hartmut Rosa appelle l'accélération. Peut-être que l'accélération c'est un antifacteur de beauté, un antimoteur de beauté. En tout cas, ce que j'essaye de postuler, c'est finalement que les animaux, puisque nous sommes sensibles à la beauté d'une fourmi, de son chemin, à la beauté d'un escargot chez Ponge, par exemple, eh bien, ça veut dire que les animaux sont capables de faire surgir la beauté pour autres que leurs congénères, puisqu'ils la font surgir pour nous, pour autres que les membres de leur espèce. Et on peut se demander, finalement, pourquoi nous serions la seule espèce à trouver belles les réalisations sensibles d'autres animaux, voire d'autres formes de vie, comme les arbres ou les éléments. On parlera un petit peu de Giono tout à l'heure, et on verra que chez lui la beauté est partout, et tous les êtres, et toutes les formes de vie sont sensibles à la beauté des uns et des autres. Alors, je ne vais pas insister, mais on pourra en reparler tout à l'heure, sur les moirages, les formes, les couleurs, les lignes régulières et harmonieuses. Vous savez que la beauté est souvent reliée à l'harmonie. Je ne vais pas revenir non plus sur les symétries, la symétrie féroce du tigre, le feu d'artifice de la pieuvre, qui font le miel de la littérature et des arts, qui sont donc la beauté envisagée comme forme. Ce qui m'intéresse, je l'ai dit, c'est une beauté temporelle, une beauté qui entrelace à la fois la vie des bêtes et la vie des phrases, le tracé des phrases et la trace des bêtes. Je pense que c'est un jeu de mots sur lequel on peut vraiment travailler. Le mouvement, en effet, est la forme animée d'une beauté instable. Et j'aime bien l'idée qu'il y a une instabilité dans la notion de beauté. Qui dit mouvement, dit apparition et disparition, dit tracé et effacement. D'accord ? Et peut-être que la beauté moderne, c'est ça aussi, c'est cette beauté qui n'est pas fixe. Des serpents comme indicateur de chemin, écrivait encore Elias Canetti en 1962. C'est intéressant qu'un serpent, le serpent par définition, c'est celui qui s'enroule et qui fait des voltes, prince du contresens, dit René Char, à propos du serpent. C'est une des plus belles définitions du serpent, c'est ça, prince du contresens, et Canetti qui ajoute, et c'est ce prince du contresens qui nous indique le chemin. Proust qui dira d'ailleurs que dans un beau livre, tous les contresens sont beaux. Donc vous voyez qu'on peut avancer comme ça d'auteur en auteur grâce au serpent. Serpent, donc, dont le frayage dans l'herbe ou sur le sol sablé d'un sentier est une coulée spatio-temporelle. C'est ça qu'on voit quand on voit la trace d'un serpent. Serpent qui nous indique donc que la ligne droite n'est pas une ligne de vie, c'est peut-être même le contraire. Serpents qui s'enroulent sur leur queue et qui représentent l'infini d'un cercle temporel. Donc c'est une forme qui dit le temps. Voilà. Est-ce que le cercle, c'est la forme du temps ? C'est pas si sûr. Et puis il y a ce serpent singulier qui, depuis l'aube de notre culture, nous accompagne pour le meilleur et pour le pire dans la sortie de l'Éden. Et je crois qu'il est important de rappeler que dans la Bible, le serpent est le premier acteur, vraiment un agent d'un dialogue au discours direct. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait un vrai dialogue entre deux vivants dans la Bible, il faut attendre le serpent et Ève. Et ce dialogue, il est initié, c'est intéressant, il est initié par le serpent, il est initié par un animal. Et cet animal, qu'est-ce qu'il fait ? Il répète la parole divine. Ainsi, Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et il le fait, le serpent, immédiatement pour interpréter ce que Elohim a dit, pour critiquer, pour se l'approprier, pour la mettre en mouvement, bref, pour ce qui nous est demandé au sein de la chère beauté par Clélia tout à l'heure. Mais c'est intéressant de voir que le premier dialogue est initié par un animal et que ce dialogue-là, c'est déjà un dialogue qui met à la question et qui met en question une phrase divine.
Alors vous connaissez la suite, le serpent va dérouler sa démonstration, le fruit sera mangé. C'est la sortie du temps mythique immobile, peut-être du temps circulaire, et c'est le début du temps historique qui se met à égrener ses grains grâce donc à ce serpent qui met en branle le temps, donc je reviens à mon idée de mouvement, qui met en branle et en tourbillon finalement le cercle de la vie et de la mort pour tous les vivants de la Terre. Pourquoi je suis en train de vous parler de ça à propos de la beauté? Tout simplement parce que je voudrais qu'on réintègre à l'intérieur de la beauté la question de la mort, qui est quelque chose en écologie qui est souvent évacué. Notamment, je pense qu'on a un problème pour envisager la mort, le fait qu'on puisse ingérer, par exemple, du cadavre, manger de la viande, etc. Et ce serait intéressant de s'intéresser un petit peu à ce tabou-là, ce tabou du fait que la mort est inscrite dans la vie. Alors, dans écologie, vous entendez le mot oikos. Oikos qui ne signifie pas seulement en grec demeure, maisonnée, héritage, milieu. Oikos, à mon avis, ça désigne surtout le séjour qu'un vivant va activement instituer. Ça veut dire que quand on institue un séjour, on n'habite pas un territoire. Le mouvement des bêtes est beau parce qu'ils créent en quelque sorte leur milieu plutôt qu'ils ne l'habitent, plutôt qu'ils ne le subissent, plutôt que ça ne soit une coquille au-dessus d'eux qui ne serait pas en train de sécréter. Alors, dans cet atlas de la vie qu'est la nature, un passage ou tout simplement la trace d'un passage va engendrer un autre mouvement en retour, va engendrer une surprise, une exaltation, une frayeur, une vigilance, un appel et surtout le désir de répondre. Et cette réponse peut prendre la forme d'un mouvement en retour, par exemple, de notre part, mouvement en retour de fuite, de sursaut, de course rétractée ou de course dératée. Je pense par exemple à Romain Gary, quand il rencontre l'éléphant dans sa lettre à l'éléphant, il dit « Nous fuyons tous deux en sens contraire ». C'est intéressant et ça donne un très beau texte. Mais notre réponse au mouvement animal, à la trace animale, ça peut être une tentative poétique de ressaisir ce mouvement sans le trahir. C'est ainsi Francis Ponge qui s'adresse à l'hirondelle de façon exclamative. Peut-être que l'exclamation est aussi une forme intensive et respirante de la beauté. Chaque hirondelle inlassablement se précipite, infailliblement elle s'exerce à la signature selon son espèce des cieux, plume acérée, trempée dans l'encre bleu-noir, tu t'écris vite, si trace n'en demeure. Sinon dans la mémoire, le souvenir d'un élan fougueux, d'un poème bizarre, avec retournement en virevolte aiguë, épingles à cheveux, glissade rapide sur l'aile, accélération reprise, nage de requin. Nage de requin pour parler du vol de l'hirondelle. C'est nous qui séparons le requin et l'hirondelle. Tu t'écris vite. Tu rédiges vite ta vie sur la page du ciel, mais à l'oral, on entend aussi tu t'écris vite, tu chantes, tu cries dans un rythme différent de celui de l'humain, un cri inséparable du mouvement. Voilà, la forme de l'hirondelle, c'est l'apparition ou l'exhibition et la disparition immédiate en quelque sorte. Il faut donc, pour le poète, trouver une forme de temps pour restaurer cette rapidité, pour restaurer cette alternance entre l'apparaître et le disparaître. Et nous dit Ponge, c'est dans le souvenir que se crée la possibilité d'écrire le poème, dans la remémoration. Et il va essayer finalement de créer une syntaxe zoomorphe c'est pas vraiment un mime du vol de l'hirondelle, mais c'est une tentative de se reconnecter avec un rythme rapide, par exemple en transformant ainsi en si, comme en ancien français, dans si traces n'en demeure. Et donc il y a une accélération des vers avec des passages à la ligne qui viennent en quelque sorte propulser le mot hirondelle à l'intérieur des lignes comme elle se propulse sur le ciel. Alors tout ce texte évidemment joue sur le mot plume, joue sur la lettre L, l'aile de l'hirondelle avec laquelle elle vole si vite, l'aile de l'hirondelle qui est la lettre redoublée qui est dans son nom hirondelle, l'aile qui évidemment ce L fait partie du mot plume qui est ce qui permet à la
à l'oiseau de voler, mais aussi à l'écrivain d'écrire. Et donc, on en revient à ma thèse de tout à l'heure, à savoir qu'il y a une correspondance directe entre le vivant et le vivant actif et la création littéraire. Donc, Ponge est un as, j'allais dire, pour tout ce qui concerne les exercices de variation. Et donc, il me semble que ce qu'il nous dit aussi, c'est que le mouvement est constitué de différentes temporalités. C'est peut-être ça qui fait la beauté d'un mouvement animal. C'est que d'une part, il y a un apprentissage chez les animaux comme chez les humains de la capacité au mouvement, une lente métabolisation pour chacun de se mouvoir, qui va créer ensuite le réflexe, l'instinct, etc. Mais en même temps, voilà, tout cet apprentissage extrêmement long va s'exacerber en quelque sorte dans un condensé de temps, dans un instant, dans un instantané, dans quelque chose de rapide comme le vol de l'hirondelle. Et ça nous montre à quel point le mouvement animal est bien une beauté oxymorique, hein, qui vient nouer en quelque sorte deux formes différentes de temporalité. Alors, avec le mouvement comme critère de la beauté, on sort pour l'instant, mais il faudra peut-être nuancer, de la beauté comme concept pur, la beauté comme vérité, la beauté comme forme parfaite et abstraite, la beauté comme idée dépourvue de durée, hein, puisque si la beauté est vérité, eh bien, elle vaut en tout temps et à tout instant. On sort aussi du coup de la beauté comme apparence pour entrer dans une beauté rythmique, une beauté surgissante. Voilà. Alors, j'ai envie de revenir, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Je vais revenir rapidement sur Baudelaire pour essayer de montrer que c'est un poète du XIXe siècle, donc, qui vient en quelque sorte mettre en relief de très nombreuses contradictions sur ce que c'est que la beauté, tiraillée chez lui entre l'éternité et l'instantanéité. Alors, vous voyez, dans le poème qui s'appelle « La beauté », vous sentez bien la beauté, il y a un article défini, il y a un nom avec le suffixe « t » qui est le suffixe de l'abstraction, d'accord, qui transforme les adjectifs en noms abstraits, c'est-à-dire en essence intemporelle. Donc, dans la beauté, tout ce qui compte, c'est la pétrification, hein. Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. On est là dans le contraire même du surgissement. On est dans l'idée d'une statification d'une beauté qui est un idéal minéral et atemporel. Et cette beauté de l'idée, en quelque sorte transformée en idée, elle s'oppose chez Baudelaire à une autre forme de beauté, qui est la beauté moderne, la beauté à la fois sensorielle, sensible et sensuelle, la beauté esthétique, donc, qui est donc la beauté incarnée dans un moment, temporalisée dans un corps qui baigne lui-même dans une ville et qui émerge d'un hurlement. On n'est pas très loin de la beauté convulsive selon Breton. Une beauté qui est donc à une passante, à la fois un éclair, une apparition et un choc. Un éclair puis la nuit, fugitive beauté. Vous voyez, là, dès que le vivant apparaît, on sort de la beauté pétrifiée pour entrer dans une beauté liée au temps. Je vous rappelle d'ailleurs que le féminin ou la femme chez Baudelaire est extrêmement proche de la nature, ce qui est négatif chez Baudelaire. La nudité du féminin est à bannir, il faut la parure, il faut toujours un surplus d'art pour faire sortir la nature en quelque sorte de sa pure sensorialité. Ce qui est intéressant dans « À une passante », vous voyez, on n'est plus dans « La beauté » qui était un titre fixe, on a un « A » qui est la première lettre de l'alphabet, qui est voilà, la lettre qui lance notre écriture, qui dit l'élan, qui dit l'adresse, l'offrande, la quête, etc. Voilà. Et puis, troisième forme de beauté toujours chez Baudelaire, et donc on se rapproche cette fois de l'animal, on n'était pas si loin avec le féminin, c'est la beauté de la charogne. Alors, c'est extrêmement... voilà, ce poème est très parlant parce qu'on a l'impression d'une part d'une grande prouesse, hein, c'est l'histoire d'un homme qui se balade avec une femme, ça veut... Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, etc., une charogne.
Et ensuite, on a un véritable comment on dit, une sorte de perfection dans la description de la charogne. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui collaient comme un épais liquide le long de ses vivants haillons. Tout cela descendait et montait comme une vague, et ce monde rendait comme une étrange musique. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que si la décomposition est vie, si elle met en branle le cycle du vivant et de la mort, s'il y a une certaine beauté de la décomposition, de la transformation, du dynamisme, avec ce jeu de mots évidemment sur les vers de la vermine et les vers du poème, eh bien c'est quand même toujours le poète qui va racheter en quelque sorte la nature, qui va la sortir du rêve et qui va en faire une forme parfaite. Voilà. Donc, il me semble que on n'a pas besoin aujourd'hui finalement d'une littérature qui pense qu'elle peut aller par-delà le monde. On a peut-être plutôt besoin d'histoire et de syntaxe et de narration qui nous relie en quelque sorte, qui nous relie à un vivant qui est lui-même beauté dynamique et non pas une beauté qui serait à racheter en quelque sorte par le poète. Et on va terminer sur Giono avec Un roi sans divertissement. Chez Giono, vous le savez, le chant du monde, ça n'est pas une chanson douce, ça n'est pas une note bien pensante. Il réintroduit la négativité en permanence au sein de la nature. Et cette négativité, d'ailleurs, l'humain l'expérimente sous la forme de l'ennui existentiel, de l'ennui à mourir. Il y a une telle démesure de la nature chez Giono qu'elle peut se faire adversité pour l'humain, qui a en quelque sorte une tête trop petite pour supporter la démesure naturelle. Ce qui me semble intéressant chez Giono, c'est que justement la beauté chez lui échappe à tous nos classements et certainement et surtout au salut par l'art. La beauté vitale chez lui, qui n'est ni animale, ni élémentaire, ni végétale, mais qui est à la croisée de ces catégories construites par notre science. La beauté, donc, s'exacerbe chez lui de sa propre expansion, elle s'exacerbe de sa démultiplication. Je vous lis un petit passage avant de terminer. Il nous parle donc d'un être, un être extraordinaire qui est une arche qui recèle des insectes, des mouches, des oiseaux et aussi des cadavres humains, puisqu'on est au début de Un roi sans divertissement, qui est un roman policier en quelque sorte, avec un tueur en série qui est d'abord pris pour un loup, un tueur en série qui va cacher ses cadavres dans ce être. Et pourtant, ce être va conjoindre la vie et la mort dans une beauté qui est une beauté tourbillon, une beauté créative. Voilà comment Giono nous décrit cet arbre-monde. Il était surtout à cette époque pétri d'oiseaux et de mouches. Il contenait autant d'oiseaux et de mouches que de feuilles. Il était constamment charrué et bouleversé de corneilles, de corbeaux et d'essaims. Il éclaboussait à chaque instant des vols de rossignols et de mésanges. Il fumait de bergeronnettes et d'abeilles. Il soufflait des faucons et des taons. Il jonglait avec des balles multicolores de pinsons, de roitelets, de rouge-gorge, de pluviers et de guêpes. Il crépitait comme un brasier. Il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité. Je passe un peu. Cette virtuosité de beauté hypnotisée comme l'œil des serpents ou le sang des oies sauvages sur la neige. Alors, moi, ce qui me fascine, évidemment, dans la description de Giono, c'est qu'il fait sauter toutes nos catégories. Les verbes du premier paragraphe, avec l'idée du charrué, pétri, éclaboussé, soufflé, fumé, etc. Il renvoie au pain, à la terre, à l'eau, à la lumière, au feu, au vent, au jongleur, qui est peut-être une image nietzschéenne de la fatalité, du rire et du jeu.
Et on voit très bien comment, ce que je vous disais tout à l'heure, que les oiseaux n'habitent pas un oikos, ils n'habitent pas un territoire, ils n'habitent pas l'arbre, ils en émanent, ils sont sécrétés par celui-ci, comme le souffle sort de la bouche de Giono, et ils sont sécrétés dans toutes les directions. Ce qui est intéressant, c'est que l'arbre chez Giono est un axe immobile, mais un axe qui tourne sur lui-même, en étoile, en verticale, en profondeur, en explosion, en spirale intériorisée. Et donc l'objectif de la syntaxe accumulative de Giono, c'est évidemment d'accompagner cette spirale, ce mouvement rotatif, avec une énumération que vous avez sentie au début, avec une accumulation des intensipes. Et donc, il s'agit de créer une phrase qui soit, elle aussi, un axe cosmique, en quelque sorte, qui puisse concentrer le feu de la vie, comme peut le faire un astre. Et c'est ça que fait l'arbre. Un arbre qui concentre l'épaisseur de la sève et du sang comme le corps d'un dieu cruel. Il y a un côté panique chez Giono. Giono, on a dit Dieu est mort, le dieu Pan est mort, etc. Ça, c'était Nietzsche. Non, Pan n'est pas mort. Dans notre culture et dans nos livres, Pan n'est absolument pas mort. La nature est extrêmement belle et extrêmement vivante. Elle est extrêmement cruelle parce que la cruauté fait partie de la vie. Cruor en latin, c'est le sang versé. Sanguis, qui nous a donné le sang, c'est le sang de la vie qui tourne en boucle dans notre corps, pardon. Et il me semble que, pour finir, ce que Giono essaye de nous montrer, c'est qu'il est une beauté farouche, une beauté qui est de l'ordre de l'irreprésentable et voilà, qui ne peut pas se donner dans une forme et qui est une beauté de l'énergie. Peut-être que c'est là-dessus que je peux terminer en disant finalement que la virtuosité de la beauté caractérise et l'arbre et le texte, et les oiseaux et les mots, et que finalement, dans ce tourbillon entre les mots et les oiseaux, il n'y a rien qui devrait nous étonner. Merci. Merci beaucoup Anne-Simon pour cette très belle présentation. Alors on accueille maintenant Patricia Ribaud, donc, qui est enseignante aux Beaux-Arts de Paris et à la Humboldt Université, et tu vas te mettre là, et Baptiste Lanaspès, donc, qui est le fondateur et le directeur de cette maison de collection de philosophie de l'écologie, White Project. Voilà, donc pour dialoguer avec Anne-Simon. Merci. Donc bonsoir à tous. Merci Anne. Je me sens un peu l'obligation de dézoomer à partir de ce petit morceau d'Anne-Simon qu'on vient de déguster là, pour dire que cette façon que Anne a de travailler, de penser en naviguant entre les textes, de se rouler dans les lignes des autres pour mettre en œuvre sa propre pensée, mais toujours au plus près des mots et des choses véhiculées par tous ces mots. C'est exactement ce qu'elle fait dans l'ensemble de cet immense livre, Une bête, immense dans les deux sens du terme, où c'est un livre assez gros, assez épais, et immense parce qu'il me semble un livre très important, donc il s'appelle Une bête entre les lignes, et qui est le résultat d'une sédimentation de 15 ans, à peu près de quasiment même 2 décennies de recherche en zoopoétique. Alors on va dire quelques mots forcément de ce que c'est que la zoopoétique, mais je voulais juste partager avec vous mes réactions de quelqu'un qui vient d'une discipline qui est la philosophie, et je suis littéraire, mais je viens pas de là vraiment, et donc je voulais juste partager avec vous ça. C'est qu'avec Léa Zernick, on était ensemble en philo il y a 20 ans, on avait passé l'agrég ensemble, et à l'époque, il était impossible, lorsqu'on était étudiant en philo ou en lettres, de pouvoir, ça peut paraître absurde pour ceux d'entre vous qui viennent d'un autre complètement d'ailleurs, mais pour nous, étudiants en philo ou en littérature, il était impossible de penser à une articulation de la beauté sur la nature. La beauté relevait du sens, donc de l'humain, de la conscience. Enfin, c'est une sorte d'évidence qu'on ne prenait même pas d'ailleurs la peine de formuler. On est d'accord. Celui qui arrivait à l'agrég en disant « la nature est belle », c'était 0 recalé, il revient l'année prochaine. Il n'y avait pas de sens, c'était pas possible. Enfin, c'était pas pensable comme truc. Et donc
toute la philosophie de l'écologie que chez Wild Project on met en œuvre depuis maintenant une dizaine d'années, à coups d'auteurs américains, internationaux et tout, maintenant on a posé un espace dans lequel on a fait ce travail laborieux, important, métaphysique, ontologique, éthique, politique, de montrer à quel point la distinction, la définition de la nature comme non humaine et l'humain comme non naturel ne fonctionnait pas. Mais c'est vrai que lorsque Clélia m'a interpellé en me disant et alors sur cette belle question de la beauté, moi le sujet m'intéresse, c'est sur cette question-là, qu'est-ce que dit la philosophie de l'écologie, qu'est-ce que disent les pensées de l'écologie? Et c'est vrai il n'y a pas un corpus existant, pardon cette remarque un tout petit peu technique, mais il n'y a pas un corpus hyper fort en esthétique et écologique aujourd'hui. Enfin ça émane ici et là, il y a des petites choses, mais qui me semble encore hyper convaincant, parce qu'encore une fois, les pensées de l'écologie sont nées plutôt sur des questions de ontologie, éthique et politique. Et donc, cette question-là, elle est un peu en chantier, on ne savait pas trop par quel bout la prendre. Et moi, mes plus grandes émotions intellectuelles à l'intersection entre écologie et questions de beauté, questions d'esthétique, là où je vois des nouvelles articulations se tisser, avec un corpus qui est en train de naître et qui est existant, c'était dans le travail, donc dans la zoopoétique, dans le travail d'Anne Simon, parce que là, il y a quelque chose qui se met en place, pas par la philosophie, pas par le concept, mais vraiment par le mot, et moi, je suis éberlué à chaque fois en voyant comment tu procèdes, Anne, et comment tu travailles, parce que je sais que, encore une fois, il y a 20 ans, quand on était en Hippocagne, en Cagne, et qu'on avait des cours de littérature, ce que tu fais là aujourd'hui était inimaginable et impossible, puisque la littérature était l'espace où nous étions justement pas des animaux, mais des consciences donnant du sens, etc. Et donc cette façon que tu as de remettre ce qui se joue pour moi là-dedans, mais on va pouvoir aussi échanger avec la salle et Patricia, mais ce qui se joue pour moi là-dedans, c'est la façon dont tu nous montres à quel point la littérature et le langage sont immergés en fait dans la nature. C'est pas seulement que les livres de nos bibliothèques regorgent d'animaux en fait, jusque chez Proust, chez qui on n'avait jamais spécialement vu ça. Mais partout, en fait, mais c'est pire que ça, c'est que la littérature et le langage sont... je fais de la deuxième main de Anne Simon, là vous comprenez, je fais le disciple, le Saint Paul qui vient retranscrire la parole initiale, mais c'est que la littérature et le mot regorgent de nature, sont ancrés dans la nature, et pas dans la nature d'une peinture de paysage, dans la nature qui procède de notre propre souffle, notre propre animalité. Et sauf que ça, c'est bien joli, les philosophes, nous, on va expliquer ça en 4 lignes et c'est fini. Mais en fait, on n'a rien senti. Et il faut les 554 pages, je ne sais plus, de Une bête entre les lignes pour vraiment aller au bout de cette compréhension-là. Et je pense que quand on lit ce livre et quand on rentre dans une redécouverte de tous ces auteurs-là à travers le regard d'Anne, on regarde plus sa bibliothèque pareil, et surtout, on s'est en partie démodernisé, on est sorti de tous ces préjugés modernes, et donc je trouvais que c'était fondamental sur ce cycle de la chère beauté, qu'on puisse avoir un aperçu minuscule, encore une fois j'insiste, c'était un tout petit bout du vaste cosmos d'Anne, et donc peut-être que, je ne sais pas, peut-être c'est désagréable pour toi de faire cet exercice-là qui te paraîtra un peu sec et un peu éloigné du jus des mots, mais est-ce que tu peux nous dire quand même un tout petit peu sur la façon dont est né ce champ de recherche singulier, la zoopoétique, comment c'est apparu, comment tu le définis, et c'est toi qui as inventé ce truc, et donc qu'est-ce qui s'est passé en littérature il y a une quinzaine d'années? Il y a même plus, oui, effectivement. Merci beaucoup d'abord de ce que tu dis. J'espère avoir pas été trop confuse tout à l'heure sur cette idée de mouvement. Oui, on va revenir tout à l'heure sur le fait que la beauté, c'est pas ringard, c'est pas réac, et qu'il ne faut pas en avoir honte, que ce soit en termes de pensée ou en termes d'art. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur la littérature à partir de Proust. Proust qui était considéré comme un idéaliste, Les jeunes filles en fleurs. Et puis voilà, tout son livre, c'est l'histoire d'un type qui écrit un livre pour se rendre compte à la fin que tout ce qu'il veut, c'est écrire la vie qu'il a vécue. Donc c'est l'histoire d'une vocation, etc. Il y avait l'idée que nous, on avait été nourris au structuralisme, au formalisme, avec l'idée que la littérature ne parle que d'elle-même, qu'on ne peut pas parler du monde parce que les mots ne sont pas la copie du monde, que le mot chien ne mord pas. Moi, je dis toujours que c'est totalement faux. Le mot chien peut mordre
Ça s'appelle la politique, la propagande. Il suffit de mettre la discrimination sur une population et ça mord très vite. Donc, voilà, moi je sortais, tout mon être était en désaccord avec ma formation de littéraire, avec l'idée donc que le langage était coupé du monde. Et quand j'ai commencé, en fait, j'ai travaillé sur Proust parce que j'ai eu une espèce d'épiphanie un jour dans ma chambre. J'étais très jeune, je lisais Proust et Merleau-Ponty, et je les lisais en même temps. Et j'étais fascinée parce que Merleau-Ponty, le philosophe, écrivait sur le monde sensible et sur le fait qu'il fallait revenir au monde sensible et à l'expérience du sensible pour comprendre ce que c'était que la pensée. Et je me suis dit que je pouvais travailler en ce sens sur Proust. Et j'ai donc travaillé sur la question du corps et de la sensation chez Proust. Et donc la question, elle est toute simple, c'est comment est-ce que le langage littéraire peut rendre compte de la sensation ? Ça a l'air tout bête comme question, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. On a d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre du biologique, voilà, des nerfs, des influx nerveux qui sont traduits dans notre cerveau. Et puis de l'autre côté, on aurait de l'autre côté le langage. C'est pas comme ça en fait que ça se passe. Moi, j'ai essayé de montrer qu'il y avait donc toute une esthétique chez Proust. Et je rappelle que esthétique, c'est tout ce qui renvoie à la sensation et à l'art. Donc le sensible et l'art sont reliés fondamentalement dans notre culture. Voilà, donc j'ai essayé de montrer que Proust était un grand auteur de la sensibilité, de la sensorialité humaine. Et évidemment, peu à peu, je me suis dirigée vers la question des vivants, vers la question de l'animalité chez Proust, chez Giono, etc. Dans une solitude totale, quand même. Il n'y avait personne qui travaillait. Sur Proust, alors là, il n'y avait strictement personne. Barthes, où Jean-Yves Tadier disait qu'il n'y avait pas d'animaux chez Proust. Roland Barthes aussi, dans son cours La préparation du roman. Et puis, sur l'animal en littérature, il y avait quelques personnes à titre ponctuel, comme Lucille Despblaches. On avait des philosophes, évidemment. Ce qui était très intéressant, c'est que le thème de l'animalité était légitimé. En philosophie, je dirais qu'il est légitime depuis le début de la philosophie. La philosophie est née avec cette réflexion sur la continuité ou la différence entre l'humain et l'animal. En histoire, ça commençait il y a 20 ans à être audible, mais c'était assez récent, notamment grâce aux travaux de Michel Pastoureau, voilà, et d'autres, de Robert Delors. Bon. Et par contre, en littérature, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui se faisait, et encore moins à titre collectif. Voilà. Et en lisant Derrida, l'animal que donc je suis, l'animal que finalement je suis au verbe être, ou l'animal que donc je suis tout le temps, je suis toujours en poursuite de l'animal qui est peut-être d'ailleurs moi-même. Eh bien, à un moment, Derrida emploie le mot zoopoétique à propos de Kafka, et Derrida dit qu'il ne veut pas il veut pas travailler sur l'immense zoopoétique de Kafka parce que la zoopoétique de Kafka serait trop symbolique, trop allégorique, etc. Et moi, je me suis dit, mais non, la zoopoétique, en fait, c'est vraiment la poétique des vivants. Je me suis dit, je vais reprendre ce mot à Derrida et je vais le travailler à partir de l'étymologie grecque. Donc, le zoopoétique, vous entendez poétique, poiein, ça veut dire faire, fabriquer. Et c'est ce qu'on fait quand on fait de l'art, quand on fait de la sculpture, de la poterie, ou qu'on écrit, qu'on tape sur un clavier, dont vous avez compris maintenant que toutes les lettres représentent une partie du corps humain, un animal ou un élément. Après, ouais. Voilà. Puis, il y a le zoion en grec, c'est un mot très compliqué. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier que le monde grec, il est pris dans le temps et qu'il se déroule sur des centaines et des centaines d'années et que le mot ne veut pas toujours dire la même chose. Et donc, il y a plusieurs théories. Francis Wolff, par exemple, a une très belle théorie sur le zoion grec, où il dit on ne va pas traduire le zoion par le vivant, mais par l'animé, par ce qui est doué de mouvement. Et moi, évidemment, c'est donc zoopoétique, poétique des animés, poétique des animaux, poétique des êtres en mouvement. Donc, c'est fantastique, d'autant que dès que vous pensez qu'il y a des êtres en mouvement et que vous êtes, par exemple, un grec de l'Antiquité, eh bien, dans le zoion, vous allez mettre les démons, les dieux. Ils sont en mouvement, évidemment. Zeus, il bouge, d'accord ? Il va et il vient, d'ailleurs, comme dirait Gainsbourg. Et puis, on a les astres. Du coup, ça y est, la planète, les astres, les comètes, etc. font partie du zoion. Ce n'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué. Et
Giono est un grand auteur des astres aussi. Le désastre, c'est intéressant. Hein, le désastre, c'est quand on n'est plus relié aux astres, c'est quand ça tourne en sens inverse, en quelque sorte. Comment ? Et le désir aussi. C'est lié au désir aussi, tout à fait. Et puis, donc, il y a les astres, les animaux, les humains, évidemment. Et puis, les plantes ne feraient pas partie du zoïon, puisqu'elles seraient immobiles. Alors, nous savons qu'elles sont mobiles aujourd'hui, et que donc, ça fait partie de la zoopoétique. Mais à l'époque, on ne le savait pas trop. Et puis, quelqu'un comme Nathalie Depras, qui est aussi une très bonne philosophe, va traduire plutôt en disant non, le zoïon, c'est les vivants, c'est ce qui respire. Voilà, c'est ce qui est doué d'une âme respirante. Donc moi, je me suis servi de ce mot zoopoétique et de ce zoïon extrêmement complexe pour me dire que finalement, la zoopoétique, c'était la poétique de tout ce qui était animé, soufflant, vivant, respirant, en mouvement. Et puis, en retour, c'est pas simplement que la littérature s'intéresse à ces vivants animés et respirants. En retour, c'est que les vivants eux-mêmes sont déjà émetteurs de formes, émetteurs de tracés, émetteurs de lignes courbes. Je ne sais pas si la ligne... Si, peut-être. La ligne droite existe peut-être un petit peu dans la nature avec des... Minéraux. Avec les minéraux, c'est ce à quoi j'étais en train de penser. Et donc, c'est que simplement, les vivants eux-mêmes, les animaux, émettent des signes, des traces... ils laissent des reliques, des excréments, etc. sur le sol. Et donc, il y avait cette idée que quand on chasse, et pas seulement quand les humains chassent, mais aussi quand les autres espèces chassent d'autres espèces, quand un renard va chasser un lapin, eh bien, en quelque sorte, ils se font des sortes de lecteurs du livre du monde. Et c'est une très, très vieille métaphore. Enfin, alors moi, j'aime beaucoup remonter... vous avez compris que ma grande affaire, c'est le temps. Hein. J'aime beaucoup remonter vraiment à l'aube de l'humanité, à ce moment où on ne sait pas trop justement qu'en est l'humanité, donc à l'arche de Gilgamesh, d'Atrahasis en Mésopotamie, à l'arche de Noé, etc. Et donc il y a cette idée que le monde est un grand livre ouvert et qu'il faut apprendre à lire dedans. Donc voilà, moi la zoopoétique, c'est vraiment ce dialogue-là, je dirais, entre les vivants et l'art ou la littérature. Merci Anne, merci aussi Baptiste pour l'éclairage. Vous connaissez depuis plus longtemps que nous, nous sommes rencontrés ce soir. Et je dois dire que moi je suis plus dans l'émerveillement, je rentre comme ça dans une déambulation dans ta pensée, dans ton travail aussi d'éditeur. Et alors, peut-être je vais faire un exercice de type improvisation, jazz, réaction comme ça sur tout ce que j'ai entendu et qui me réjouit évidemment beaucoup. Donc, j'ai pris frénétiquement des notes dans tout ce que tu disais. Alors, 2-3 choses comme ça, des petites réactions. Et puis, j'ai aussi un truc sur lequel je me suis arrêtée, et puis je vais peut-être un tout petit peu développer. Déjà, par rapport à la citation de Canetti, la première sur le guépard, et sur cette ivresse de l'allure, moi, ça m'a tout de suite emmenée aussi vers cette double, la façon dont on peut entendre cette idée d'allure pour le guépard, évidemment, sur la vitesse du guépard et de ses 100 et quelques kilomètres/heure. Je ne sais plus à quelle vitesse il peut, le plus rapide de tous les animaux terrestres, et puis de son allure, rien que de le regarder, évidemment, donc se laisser emporter. Et puis sur l'idée de réalité, dans la deuxième citation, après avoir lu Blake, j'ai su que c'était réellement un tigre. C'est-à-dire comme si, en dehors de toute démarche poétique, comme si dans toute démarche littéraire, d'une façon de le regarder et d'en parler dans les mots, etc., on n'avait qu'une connaissance qui serait une connaissance inhabitée presque de l'animalité ou de la beauté d'un tigre ou de l'être, de l'essence d'un tigre. Ça me fait d'ailleurs penser à ce que tu disais sur l'idée d'animation aussi, et cette relation entre... l'animé et l'inanimé, et l'animé par quoi? Par les mots. Enfin, notre espèce à nous, elle sait jouer avec ça, en tout cas. Alors, le souffle, hein, j'ai oublié de dire à quel point le langage, c'est avant tout un souffle. On partage, d'ailleurs. Oui, bien sûr.
Alors il y avait ça, et puis après il y a eu l'idée d'émulsion poétique aussi que j'aimais bien. Qu'est-ce qu'il faut pour faire cette cuisine, cette émulsion poétique entre la vivacité de l'animal et du langage. C'est vraiment ça, je trouve, qui se joue aussi dans cette idée de zoopoétique que tu as amenée. J'ai pensé aussi, quand tu parlais de Michelet, avec l'exemple des insectes et de la citation sur les débris, à ce génial livre que vous avez dû sans doute lire tous les deux, Les cafards n'ont pas de roi. Est-ce que vous avez lu ce... Oh là là, c'est génial. Vous n'avez pas vu, c'est un roman, mais alors, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu... Sur les insectes, donc... J'ai oublié le nom de l'auteur. D'abord, c'est peut-être le seul roman que j'ai lu où j'ai ri à gorge déployée tellement c'est drôle. Et donc c'est l'auteur, c'est un auteur new-yorkais, j'ai oublié son nom, qui se met dans cette fiction des cafards qui naîtraient dans la Bible, oui, je crois que c'est l'Ancien Testament ou je ne sais plus quoi, et les cafards qui deviennent érudits du fait d'être nés dans la Bible d'un New-Yorkais comme ça, et puis qui vont évoluer, se chercher, vivre leur vie de cafard avec leur réalité de cafard et la merde et tout ce qui fait qu'ils vivent et les débris, etc. Je me suis dit, alors là, il faut absolument que j'évoque au moins ce roman génial et qui est en plus, tu l'as lu, Clélia? Non, mais c'est hurler de rire. Il y a quelques scènes vraiment où on rit comme... Je vais le lire, absolument. C'est absolument génial. Après, j'ai pensé... Oui, on en reparlera. Hein. C'est très. J'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur les animaux qui habitent les livres. Hein, vraiment. Là, ils naissent carrément dedans et donc il les fait parler, mais c'est... Oui, si forcément anthropomorphe, mais de façon érudite et drôle aussi. Et puis alors évidemment, s'il y a ceux qui naissent dans la Bible, ils n'auront pas le même vécu que ceux qui naissent dans un mode d'emploi. Il y a un livre que Anne Simon aurait écrit sous pseudonyme et sous substance psychotrope. Ça ressemble à tous tes thèmes, mais en version parole. Oui, donc je vais me précipiter dessus. Bible et New York, j'adore. Voilà. Après, oui, quand tu parlais évidemment de l'espèce de capitalisme écologique et des biobanques, des banques de graines, ça m'a fait penser aussi à un autre roman que peut-être tu as lu, la Love Star, alors j'ai noté le nom parce que c'est un nom nordique, Andy Snauer Magnason, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui met ça en scène aussi, qui met une fin du monde où il n'y aurait plus de semences, il n'y a plus rien qui pousse, etc. C'est un livre d'anticipation absolument génial et où il se remet dans l'idée que pour que quelque chose puisse advenir de nouveau, pour qu'il y ait un espoir, en fait, il faut qu'évidemment quelque chose puisse pousser, et donc il aurait la dernière graine. Mais surtout, c'est extrêmement brillant aussi dans la représentation du vivant et de notre être qui traverse la perte en tout cas là, des plantes, ce qui concerne... Il y a un autre livre sur les biobanques comme ça, c'est de Xavier Boissel qui s'appelle Rivière de la nuit. Je trouve très beau aussi, et ce serait intéressant de les mettre en parallèle si j'avais lu celui-ci, avec un homme qui est le gardien d'une biobanque. Voilà. Et puis un jour, il se rend compte qu'il est tout seul et que la biobanque est en train de dériver. Voilà. Et puis enfin, je me suis arrêtée sur cette idée qui m'a saisie tout de suite, quand tu disais plus ou moins, puisque nous sommes sensibles à la beauté des animaux, est-ce que nous sommes la seule espèce à trouver du beau dans les réalisations des autres? C'est ça que tu as dit, les réalisations ou les autres même? Une hypothèse que je lance, enfin une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous qui auraient le sens de la beauté? C'est compliqué d'ailleurs d'y répondre. Il ne faut certainement pas essayer de se mettre dans la tête des autres bêtes, puisque voilà, l'histoire de dire je ne peux pas me mettre dans la tête d'une chauve-souris. Non, on ne peut pas se mettre dans la tête d'une chauve-souris, évidemment. Non, mais alors... Thomas Nagel. Mais on peut se mettre dans le rythme des autres bêtes. Et après tout, quand on voit des animaux dans une relaxation complète, comme nous, au bord d'une rivière, etc., est-ce qu'on n'a pas le droit de se projeter pour se dire qu'on a une expérience partagée? Alors on peut se tromper, évidemment. Mais on se trompe souvent sur les autres humains. Et puis, on peut aussi ne pas se tromper. Après tout, que deux mammifères comme une femme et un chien puissent ressentir une même plénitude de beauté dans un endroit qui n'est pas bruyant, pas pollué, etc. Ah oui, alors moi, je suis partie comme ça, là, une espèce de spéculation totale. Et je me suis dit, mais alors qu'est-ce que ce serait
comment est-ce qu'on pourrait justement transposer cette idée de beauté telle qu'on la perçoit nous, et on la perçoit de mille et une manières différentes, dans le sensible, dans le vécu, dans les arts, dans la nature, dans le sublime, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce que ça pourrait être alors, sans être ni dans la tête, mais plutôt dans le corps à ce moment-là? Alors évidemment, ça me fait penser aussi à... Vous avez sans doute lu Dans la peau d'une bête de Charles Foster. Oui, qui à mourir de rire. Hein. Là aussi, à mourir de rire, tu connais, Baptiste? Being a Beast. Being a Beast, voilà le thème. Donc c'est ce savant, en fait, anglais, qui est vétérinaire aussi, je crois, qui se met dans l'idée que pour faire l'expérience du monde, notre être à nous ne suffit pas, ou en tout cas, qu'est-ce qui aurait de plus excitant que d'essayer de se mettre dans la peau d'un blaireau, d'un moineau, d'un martinet, voilà, d'une loutre, d'un renard des villes, c'est peut-être le plus drôle, d'une biche qui est chassée. J'ai bien aimé le martinet parce qu'il est obligé de prendre un ULM pour essayer de savoir ce que ça fait de voler, évidemment, et c'est là qu'il montre, c'est très très bien sur la vitesse. Ce livre est absolument génial, les conclusions. Le problème, c'est pas de pouvoir voler ou pas de pouvoir voler, c'est qu'on n'atteindra jamais la conscience du temps d'un oiseau. Toujours à partir du fameux What is it like to be a bat? Ça fait quoi d'être une chauve-souris de Thomas Nagel. Et alors donc je me suis dit, est-ce que la beauté pour un animal, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait avoir à voir avec le bienfait? Quand un animal fait bien son nid, un barrage, le labyrinthe des petits poissons là, qui veulent séduire. Alors ça, c'est une grosse affaire sans doute de beauté dans les mondes de la séduction. Je me suis dit aussi, est-ce que ça pourrait pas être dans l'épouillage, quand on épouille bien? Alors ça m'a fait penser aussi évidemment au chef-d'œuvre. Enfin, dans nos traditions humaines, qu'est-ce qui relèverait du bienfait? Et est-ce que même des gestes pourraient pas être de l'ordre du bienfait, d'une espèce de perfection de ce qui est accompli quand un animal fait ou fabrique quelque chose, la danse de l'abeille, etc. Alors c'était une première piste. La deuxième, qui est un petit peu connexe aussi, peut-être quelque chose qui aurait à voir avec l'efficacité, justement l'efficacité d'une parade. Bon ben, si on gagne le droit ou la possibilité de se reproduire, ouais, ou de même sans penser à, enfin. Là, je pense à Roberto Marchesini, ce philosophe italien absolument génial, peut-être un des plus étonnants aujourd'hui, qui pense à toutes ces questions d'animalité, etc. Et dit, l'animal, il ne sait pas qu'il veut se reproduire, il a un désir, et le désir, c'est celui de passer un moment avec l'autre espèce, etc. Le désir sexuel, le désir de manger, le désir, etc. Et il met tout ça en parallèle avec nos êtres à nous, nos émotions à nous, etc. Alors, est-ce que ça serait quelque chose comme ça aussi dans la parade, peut-être, nuptiale? Est-ce que les animaux sont, quand justement il y a toute une histoire de plumage, de ramage, etc., est-ce que c'est une histoire de beauté, finalement, qu'un être choisisse un autre en fonction de son apparence aussi? Donc, est-ce que ça serait quelque chose? Et là, je repensais aussi à Adolphe Portman dans la forme animale, ce livre extraordinaire qui sort de l'idée du fonctionnalisme darwinien, où chaque apparence aurait une fonction. Or, il dit, mais peut-être pas, peut-être qu'il y aurait une pure apparition des choses. C'est là que j'avais relié ça dans l'abécédaire de la beauté c'est très compliqué, cette histoire d'apparence inadressée, c'est très, très intéressant. Ouais. Oui, alors, bon, ça me fait penser à ça. Et puis, je me suis dit aussi, peut-être qu'il y a quelque chose dans les rencontres entre individus d'une même espèce ou d'espèces différentes, aussi avec un rapport de force. C'est une imagination, enfin un processus un peu spéculatif comme ça, quand un lion ou un animal envoie un autre, qui a les ours, etc., quand on les voit dans ces rapports de se comparer, et bizarrement ça m'a fait penser aussi à Rousseau, de l'origine des inégalités parmi les hommes, quand il parle de cet état de l'être qui serait
qui serait un état de perfection où il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de rapport comme ça. Alors, est-ce que c'est complètement absurde je ne sais pas. Et puis, évidemment, enfin, peut-être, je vais m'arrêter là, parce que l'ornement, et là, je pense à Julian, Frédéric Julian, qui est un éthologue, primatologue, et qui a, dans ses dernières études, qui parle aussi de la manière dont certains singes, en particulier, se parent de choses, de végétaux, de quelque chose qui serait des bijoux. Et il me disait il y a quelques années que c'était un champ complètement ouvert aussi de recherche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a comme ça une façon de s'embellir ou qu'est-ce que ça serait chez ces chimpanzés de se parer et de se parer de quoi aussi. Alors voilà, donc peut-être qu'il y a des choses à voir de l'ordre de la satisfaction, du désir, un état de l'être, une émotion, un mouvement parfait aussi. Peut-être les chats, quand ils font leur toilette, quand même, ils y mettent un tel soin, une telle impression que tant que c'est pas fini et que c'est pas fait exactement comme ça doit être fait, que ça peut pas être, je sais pas si c'est beau, mais parfait. Enfin voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à voir comme ça est-ce qu'on s'engage dans une voie qui est complètement anthropomorphique à s'imaginer ce qui pourrait être de l'ordre de la beauté chez les animaux, ou est-ce qu'on peut continuer dans ces voies-là? Déjà, moi, je pense que dans l'idée de la parure, faut rappeler déjà que cosmos a été rappelé. Hein, cosmos, c'est cosméticon. Enfin, voilà. Le cosmétique et le cosmos sont reliés. Donc, dans la pensée grecque, je trouve que c'est intéressant déjà de se dire qu'on n'est pas en train de délirer quand on parle parure, ornement, ce que Bertrand Prévost appelle l'élégance animale, etc. Voilà, quand on parle d'une part d'esthétique et d'autre part de monde vivant, notre culture les sépare, mais elle ne le fait pas en fait quand on revient à l'étymologie. Je me demande, dans ce que tu disais, tu vois, s'il n'y a pas dans la beauté une certaine jouissance d'être soi, dans la parure, quand on se maquille, quand on aime s'habiller, etc. Une jouissance d'être soi que les animaux, évidemment, peuvent avoir. D'autre part, si la beauté, on la relie à une forme du temps, peut-être qu'il y a des rythmes qui sont en accord avec des moments et qu'il y aurait donc, pour les animaux aussi, une certaine beauté de telle ou telle allure à tel ou tel moment. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais ce qui est drôle, c'est que j'avais la même question à peu près que Patricia a posée sur le fait que si on indexe la beauté sur la nature dans les pensées de l'écologie, si on prend cette idée sérieusement, là je sors de l'approche zoopoétique, une approche plus philosophique, je ne sais pas, philosophie naturaliste. Il y a quand même un grand bal qui se déroule sur Terre depuis quelques millions d'années avec des individus qui se choisissent par attraction et qui a un rapport avec la beauté et qui finissent par sculpter des espèces et des formes de génération en génération. Et donc je me demandais juste, est-ce que c'est un truc que tu prenais qui était pris en charge par des auteurs que tu avais étudié, cette idée-là du cheminement de la beauté, ça va tout à fait dans le sens de cette conception dynamique de la beauté comme mouvement, comme transmission, comme nuit des temps aussi. Est-ce qu'il y a des auteurs qui prennent ça en charge? C'est chez Giono, j'en sais rien. Est-ce que toi ça te parle poétiquement mais que tu n'as pas de machin, ou est-ce que ça ne te parle pas? Mais ça revient un peu à ce que Patricia suggérait comme ligne de... Si, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à une espèce de perfection de l'espèce qui se joue dans un individu singulier, mais ça peut être même un humain d'ailleurs, avec cette idée que l'espèce se réalise en quelque sorte de façon plus ou moins réussie dans tel ou tel individu. Je pensais, là j'étais en train de chercher, il y a une très très belle citation de Giono que je trouve assez extraordinaire. Il y a un moment dans Un roi sans divertissement où tout un village part à la chasse au loup. Et, pardon, je suis en train de la chercher. Et il y a un moment, bon, peu importe. Et dans cette chasse au loup, il y a une femme qui arrive pour chasser le loup et qui est habillée de façon absolument pas pratique dans une robe
extraordinaire, voilà, avec une tournure pas possible, une robe magnifique. Et à ce moment-là, Giono dit, elle a un air faisane, et il venait de dire juste avant que il faut être fou pour penser que l'élégance de la pintade est inutile. L'élégance de la pintade, elle vient rendre hommage à la vie, elle vient honorer le monde, et cette femme qui va chasser, elle-même, elle se fait belle pour honorer en quelque sorte le monde dans lequel elle va aller potentiellement donner la mort. Et donc, pour ce qui concerne le rapport de l'écologie et de la beauté, le problème, évidemment, c'est que toutes nos définitions de la beauté, à partir du moment où on les sort de l'idéal, de la pétrification, de l'abstrait, du lien à l'intelligible, à la vérité, etc., à l'harmonie même, c'est comme ça qu'on a défini la beauté pendant des années, et des siècles et des siècles, eh bien, voilà, ça devient relatif. Il y a toujours l'idée que la beauté est relative, que des goûts et des couleurs, on n'en discute pas, etc. Et pourtant, nous dit Kant, le sentiment de la beauté, il est postulé comme étant universel. Donc c'est très compliqué. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que l'écologie s'empare de cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté d'un paysage? Qu'est-ce que c'est que la beauté d'une espèce ou dans un milieu? J'entendais l'autre jour, je ne sais plus quel chef ou dirigeant des Verts qui disait, bon, moi je trouve beau les éoliennes dans la nature que vous trouvez laides. Et donc là, on voyait bien que c'était un dialogue de sourds, évidemment, qui allait se mettre en jeu là-dedans. Mais je trouve que c'est pas parce qu'on a du mal à définir la beauté en termes écologiques et qu'on n'est pas d'accord forcément sur ce que c'est, qu'on doit l'évacuer du débat. Et honnêtement, moi je pense réellement que chez le nombre d'espèces, il y a une relation en tout cas de plaisir, de jouissance, et même de jouissance contemplative à certains états du monde. Voilà. Et alors c'est un petit détail, mais tu as fait allusion à deux reprises de façon hyper rapide à cette histoire d'alphabet. Et je ne sais pas si tu veux le réexpliquer ou que je le fasse, mais je pense qu'il faut le faire. Parce que pour moi, c'est un peu l'apothéose de ta démonstration, enfin même si tu n'es pas dans un registre démonstratif, mais suggestif, mais de l'idée que le langage, loin d'être cette réalité symbolique complètement coupée du monde, qui est autoréférentielle, le langage est complètement en prise avec la corporéité, l'animalité, jusqu'à l'origine donc de la codification des lettres qui nous permettent d'écrire des mots. Et ces lettres s'enracinent dans une histoire que moi, personnellement, après toutes mes années d'école et d'études, j'avais loupé. On ne me l'a pas appris, j'ai aucun prof, aucun instituteur qui m'a expliqué l'origine de l'alphabet. Ouais. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Je peux en dire un mot, hein, oui. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'on puisse penser que l'écriture, la littérature, les arts, etc., sont coupés du monde vivant. C'est ça qui est choquant. C'est pas l'inverse, c'est pas de se dire qu'ils sont enroulés l'un dans l'autre. Je rappelle d'ailleurs, je vais en venir à l'alphabet, je rappelle que dans plein de cultures, dans la majorité des cultures qui ont accès à l'écriture, puisqu'on peut avoir une culture évidemment qui est uniquement orale, et là aussi c'est tout à fait passionnant, puisque ça va être le souffle qui va relier le vivant et les récits. Dans plein de cultures, les dieux qui donnent l'écriture sont des dieux animaux. Thoth en Égypte, par exemple, il est hybridé en babouin, il est hybridé en ibis. La naissance des caractères chinois, elle serait peut-être née de la vision d'une trace d'animal sur le sol qui se différencie d'une autre trace. Enfin bon, donc il y a déjà l'idée que l'écriture, elle est reliée à l'animalité. Et effectivement, notre alphabet, donc, que nous avons sous les yeux chaque fois que nous tapons une ligne de mail, eh bien, au départ, ce sont des images, exactement un petit peu comme dans les hiéroglyphes égyptiens. Et donc, le A, c'était, vous le savez, le Aleph, c'était une tête de taureau. Le B... Donc, le A était à l'envers avec les cornes. C'est ça. On va retrouver maintenant les animaux dans chaque... C'est ça, quand vous voyez la lettre A, il suffit de la retourner pour voir une tête avec les cornes. Parce que Aleph, dans cette langue proto-sémitique, voulait dire la vache ou le bœuf. Voilà, ça voulait dire le bœuf. Voilà. Donc, exactement. B, c'est la maison, donc c'est Beit, le B, c'est la maison. Alors nous, on la voit plus très bien, mais elle s'écrivait comme ça
avec un toit, un mur, une fondation, et puis une ouverture vers l'extérieur. Ensuite, le guimel, ça a été le G, c'est un chameau, ça a été relié au chameau. C'est le serpent. Oui, le D, j'aime bien le D. J'aime bien aller un tout petit peu dans l'ordre parce qu'il y a le D qui est le dalet, qui est la porte, et les gonds de la porte. Et on avait le beit au début, qui était une porte qui était une maison ouverte, mais la porte, elle attend. Et elle attend avec le taureau, le chameau, enfin avec plein d'animaux. Et effectivement, dans les animaux, on voit très bien notre N, hein, comme ça, le Nun, hein, qui était un serpent d'eau au départ, qui était écrit comme ça. Donc, il était écrit plutôt en vertical et peu à peu, on l'a écrit avec des circonvolutions qu'on reconnaît très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce N, ce serpent d'eau, il est à côté, dans notre alphabet encore, d'un M, le Maim, hein, qui veut dire encore en hébreu aujourd'hui, et puis dans les langues proto-cananéennes, eh bien, le Maim, c'est l'eau. Et c'est pas du tout de hasard si on a un N, qui est un Nun et un serpent d'eau, à côté d'un M, où on reconnaît encore évidemment les vagues. Et le Samer qui a disparu, mais c'était une lettre qui était peut-être un poisson à arête, à l'inverse du serpent d'eau. Et puis surtout, cet alphabet, ça me semble très intéressant parce qu'il y a des animaux, il y a des éléments comme l'eau, il y a plein de parties du corps humain. Notre K, c'était le kaf, la paume de la main. Le P, le R, hein, le R, roche, c'est la tête. Hein. Bientôt, les Juifs vont fêter Rosh Hashanah, la tête de l'année. Hein. Et puis, on a le P qui est la bouche, peu, hein, qui veut dire la bouche. Et donc, toutes les lettres renvoient soit à des éléments, soit à des parties du corps humain, soit à des animaux, soit à des objets du quotidien, comme des aiguillons, des crochets, etc. Donc, il y a un monde entier qui est dans cet alphabet. Et ensuite, on l'a oublié. Ça, c'est David Abraham qui le montre très bien dans The Spell of the Census, qui est vraiment un livre extraordinaire, qui est traduit en français. David Abraham. Comment le monde a cessé de... Comment la Terre s'est tue, non, ça, c'est pas... C'est ça. C'est ça. Si. Ouais. Non, ça, c'est... évidemment, je ne sais plus si c'est ça. Si, oui. Je pense que c'est ça, vraiment, ouais. D'accord. Bon, très bien, merci. Excuse-moi. Et donc, quand les Grecs, comment nous est arrivé cet alphabet proto-cananéen, eh bien, les Grecs, quand ils ont voulu écrire, ils se sont servis de cet alphabet, et au lieu de l'écrire de droite à gauche, ils l'ont écrit de gauche à droite. Du coup, ils ont retourné toutes les lettres, ils en ont supprimé une ou deux, rajouté une ou deux, voyez. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne les reconnaît plus. Mais j'adore l'idée que les animaux soient en permanence dans l'abécédaire. C'est pas seulement entre les lignes, c'est dans les lignes, en fait. Là, il y a des animaux partout dans l'abécédaire. Voilà. Et on savait très bien que les animaux nous transportent dans d'autres mondes. Hein. Les animaux psychopompes, c'était les animaux qui transportaient les âmes dans l'au-delà. Vous voyez, les enfers chez les Grecs, c'est gardé par Cerbère. Les animaux sont, dans toutes les cultures, ce sont soit des gardiens de la vie, les chiens qui n'aboient pas au passage des Hébreux, soit des gardiens du monde des morts avec l'Hadès et Cerbère. Enfin, et puis, même Saint Christophe, chez le christianisme, Saint Christophe a été représenté très souvent avec une tête de chien. C'était un saint cynocéphale qui portait une tête de chien. Enfin, voilà, on pourrait montrer que dans notre culture, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des différentes religions ou quand on est athée, les animaux sont en permanence là pour nous aider à vivre et pour nous aider à vivre dans l'imaginaire et à passer d'un monde à l'autre. Il y a un livre que j'adore de Stephen King qui est The Art of... Non, c'est... La part des ténèbres. C'est pas The Art of Darkness, ça c'est Conrad, ça doit être Darkness Side, quelque chose. La part des ténèbres, l'histoire d'un écrivain qui est possédé par son double, et chaque fois qu'il y a des moineaux qui se mettent à voler, il y a le double de l'écrivain qui arrive. Voilà. On ne pourrait pas écrire, on ne pourrait pas penser sans les autres vivants. On va juste remercier Baptiste Lanaspès qui a un train à prendre, donc on le remercie. Oui, zut. Et
je vous propose qu'on continue de manière un peu informelle avec Patricia, Anne et puis le reste de la salle pendant une dizaine de minutes, si vous le voulez bien. Donc s'il y a des questions dans la salle... Oui, peut-être. Il y a un micro qui va circuler. Merci beaucoup. Ici. Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Baptiste, merci beaucoup. Merci Baptiste. Tout d'abord, merci pour vos interventions. Durant votre premier exposé, avant que les autres personnes ne rejoignent, vous avez créé un lien très intime entre la beauté et le mouvement. Et il y a même eu une très belle gradation à la fin avec la beauté que vous avez associée à l'énergie, donc la beauté comme étant un mouvement chargé de vie. Et vous avez du coup, par conséquence, assez rapidement défini l'immobilité comme étant la négation du sensoriel. Et j'ai malgré moi pensé à la posture de l'écrivain, puisque l'écrivain, même s'il y a des petites actions, c'est-à-dire celui qui écrit avec la main, ou des petites actions de la bouche, comme Albert Cohen qui dictait Belle du Seigneur, ou celui qui est anxieux qui tapote du pied, ou celui qui est utilitaire et qui écrit sur le clavier de l'ordinateur, il y a une forme d'immobilité dans le fait que l'auteur va décider à un moment donné de se figer, de s'arrêter ou de s'enfermer volontairement, de se refuser l'expérience sensorielle pour pouvoir figer des mouvements de l'âme ou des mouvements de l'esprit, sauf quand on s'appelle Rimbaud et qu'on écrit en marchant. Mais même Rimbaud, justement, après avoir initié toute la théorie du voyant et être parti à Paris faire les 400 coups poétiques avec Verlaine, finit par, après le drame de Bruxelles, par rentrer chez lui et s'enfermer dans le grenier de la ferme familiale aux Ardennes et pendant 3 mois terminer la saison en enfer. Et donc la question que je voulais vous poser, c'était si dans une certaine mesure on pouvait dire dans quelle mesure plutôt on peut considérer que l'acte d'écrire, que l'écriture est un acte animal, un acte chargé de beauté animale et non pas un acte d'esprit, dans le sens où justement il nécessite d'une certaine manière la fixation de mouvements dans l'espace-temps et qu'il n'est pas uniquement une négation sensorielle, puisque même ceux qui ont théorisé cette nécessité sensorielle pour aller au bout de l'expérience de l'écriture finissent par revenir à une immobilité physique qui ne va absolument pas de pair avec une immobilité de ce qui est chargé dans l'écriture qu'ils produisent. Merci beaucoup pour votre remarque. Effectivement, c'est très intéressant parce que je dirais qu'il y a déjà... Alors en littérature, je reviens toujours au singulier, j'arrive jamais à généraliser. C'est peut-être d'ailleurs ça qui me différencie des philosophes, même si j'estime être aussi philosophe. C'est que en littérature, on pense en permanence le singulier. Et donc, il va y avoir des écrivains qui effectivement vont à un moment s'arrêter, prendre le temps, en quelque sorte, de la concentration, mais je vais y revenir. Et puis, il y a d'autres écrivains, comme les écrivains voyageurs, et je pense à Sandrard, je pense à Conrad ou Sylvain Tesson, aujourd'hui Antoine de Becque, etc., qui vont, ou à tous ces poètes marcheurs, je pense aussi à Philippe Jacotet, voilà, qui vont, ou Michel de Certeau, comme philosophe, qui écrit aussi en marchant. Donc il y a plusieurs manières d'écrire qui sont différentes les unes les autres. Je pense à Julien Gracq aussi, en lisant, en écrivant, hein, et en marchant aussi. Donc ça dépend, je dirais. Et d'autre part, il y a des écrivains qui écrivent sur des petits bouts de papier ou qui écrivent tout le temps en étant en mouvement. Pensez même à Sartre. Alors vous me direz, il était immobile dans sa chambre d'hôtel, mais il ne voulait pas acheter quelque chose, hein. Il fallait qu'il soit en transit en quelque sorte. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'immobilité complète, même s'il était immobile quand il écrivait à son bureau. Et d'autre part, c'est passionnant ce que vous dites sur la question de la chambre, hein, de comment un écrivain doit en quelque sorte... Est-ce qu'un écrivain est immobile dans sa chambre quand il écrit ? Je pense à Baudelaire, où Baudelaire parle de la concentration et de la vaporisation, hein, où il dit que finalement il y a une sorte de mouvement diastole-systole, exactement comme celui de la respiration, hein. Voilà, on creuse, on vide et puis ensuite on va réinspirer l'air. Peut-être que le simple fait de respirer en écrivant, c'est
encore une forme de mouvement et de mouvement cardiaque vital qu'on va retrouver dans le rythme des écrivains. Et donc, voilà, chez Baudelaire, il y a l'idée concentration, expansion, avec un vers fort, un vers faible. Hein. Il dit souvent, on ne peut pas être toujours dans les vers forts, sinon on n'arrive plus à respirer dans la beauté du poème. Hein. Donc, votre question, elle emporte plein d'autres en elle-même qui sont est-ce qu'on est à l'arrêt quand on est immobile, hein? Alors, il y a une manière d'être à l'arrêt. Les chiens à l'arrêt sont dans une immobilité totale, mais c'est l'arrêt avant l'élan, en quelque sorte. Hein. On pense à Deleuze qui, dans l'Abécédaire, dit que le philosophe, comme l'écrivain et comme l'animal, est un être aux aguets. Et donc, il y a peut-être une immobilité qui est une immobilité tensive, qui est toujours en quelque sorte la préparation d'un aller vers, hein, d'une adresse, d'une rencontre. Et là aussi, vous pouvez penser à Derrida, qui est quand même le grand philosophe qui a réintroduit la rencontre et l'adresse à l'intérieur du rapport à l'animal. Donc voilà, je dirais que peut-être ça dépend un peu. Et moi, je travaille beaucoup sur la chambre comme étant une arche. C'est Proust qui dit quand il était petit, il était souvent malade et que du coup, comme Noé, il était enfermé dans l'arche, mais qu'il n'avait jamais vu aussi bien le monde que de l'arche. Voilà. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va lui ouvrir la porte, c'est la mer, enfin, etc. Et donc, il y a l'idée que l'arche et la chambre sont extrêmement reliées et que la chambre, elle est finalement qu'elle est peuplée. Et il a fallu, pour Proust, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il s'est enfermé, mais d'abord, il y avait des moments où il sortait. Il sortait encore parce qu'il avait besoin de monde pour écrire. Et quand il ne pouvait pas sortir, il avait des informateurs ou des informatrices. Il faisait venir des gens à n'importe quelle heure de la nuit pour vérifier tel point. Donc on ne peut pas s'immobiliser complètement en écrivant. Et je dirais que la chambre de l'écrivain, c'est un peu comme cet arbre de Giono. Je trouve c'est intéressant ce passage-là. Il crépitait comme un brasier. Mince, j'ai complètement raté mon histoire. Pardon, bon, c'est pas grave. À un moment, dans la citation, ça y est, je suis complètement perdue. Voilà. Il crépitait comme un brasier, il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels en multipliant son corps autour de son immobilité. Il ondulait autour de lui-même dans un entortillement d'écharpes frémissant, mordorées, etc. Et peut-être que c'est ça l'écrivain, hein, cette espèce de capacité à engranger le monde et à le transformer en énergie, et en énergie qui se... Voilà. Peut-être que c'est ça l'écrivain, mais aussi le lecteur d'ailleurs. Hein. Et ça, on ne serait pas loin d'Italo Calvino, etc. On peut lire et écrire un peu partout. Dans des halls d'aéroport, dans un train. Qu'est-ce que c'est que d'écrire dans un train, par exemple? Et c'est ce que font tous les intellos. Hein. On est immobile et en mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas séparer l'écologie et la beauté. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreuses réflexions qui portent sur l'écologie pointent du doigt la dégradation de notre environnement naturel. Et il semblerait que le couple écologie-laideur soit peut-être plus présent et plus fécond que le couple écologie-beauté, quand on pense par exemple à la dégradation de certains paysages. Et d'autre part, vous avez parlé de la nécessité de réintroduire la mort dans une réflexion sur la beauté. Et la mort a évidemment à voir avec le temps qui passe et une certaine dynamique. Si par exemple on prend l'exemple de la charogne qui se décompose de Baudelaire. Et donc la question que je me pose, c'est dans quelle mesure la zoopoétique pourrait nous faire voir et sentir autrement la beauté dégradée de notre environnement. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous voulez nous dire, c'est que l'écologie, elle met en... Merci beaucoup. Elle met en exergue la dégradation de l'environnement.
Alors, il y a tout, et après je te laisserai la parole, mais il y a tout un pan de l'éco-poétique. Moi, je fais de la zoopoétique et de l'éco-poétique. Dans éco-poétique, vous entendez éco comme dans économie, écologie, etc. Donc, voilà, l'éco-poétique, c'est la poétique du lieu, la poétique de l'espace, la poétique des milieux, de ce qu'on appelle l'environnement. Voilà. Il y a toute une partie de la littérature d'aujourd'hui qui s'intéresse aux déchets, qui s'intéresse aux friches industrielles, à tout ce qui est toxique, pas pour le transformer obligatoirement en beauté, même s'il y a une véritable beauté, évidemment, des paysages dégradés et pollués, et ça nous gêne, évidemment, ça nous perturbe. Hein, mais il y a des écrivains qui se meuvent là-dedans, et soit pour montrer la beauté de la dégradation, soit pour montrer la laideur de la dégradation. Mais il y a quelque chose de sublime, hein, évidemment, et c'est très troublant. Il y a quelque chose de sublime dans les bunkers, dans les usines désaffectées. Je crois qu'on doit être nombreux à aimer photographier des voitures rouillées dans la nature, ou essayer d'entrer par effraction, il ne faut pas le dire, dans des friches industrielles. Il y a une énorme poésie de tout ça. Et vous pouvez lire Freshkill, par exemple, de Lucie Taïeb, qui s'intéresse beaucoup, Freshkill, F-R-E-S-H-K-I-2-L-S, sur la grande décharge qui est aux environs de New York, qu'on est en train de transformer en un parc naturel, en enfouissant les déchets en dessous de ce beau parc qui va être bien rangé, où il y aura des joggers et où il y a eu même des restes des Twin Towers. Donc toute une réflexion là-dessus. On va avoir par exemple la supplication de Svetlana Alexievitch qui va poser la question de l'habitat dégradé. Donc là, on n'est pas en rapport avec la beauté, mais en tout cas, c'est pour dire que oui, c'est un immense sujet, ce dont vous parlez. Quant à l'esthétique de la mort, hein, alors évidemment, la charogne, la viande, c'est un immense sujet de peinture, hein, et de littérature, mais surtout de peinture depuis peut-être la naissance même de l'art. Hein. Est-ce qu'on peut représenter les morts? Il a fallu représenter les morts. Il y a un très beau texte de Bailly, de Jean-Christophe Bailly, sur les portraits du Fayoum. Voilà. Qu'est-ce que c'est comment représenter la mort, comment représenter la viande? Et là, je peux peut-être te laisser la parole sur les carcasses. Hein, non, je n'ai pas d'expertise. Je pensais à Soutine, je pensais à Rembrandt, à Soutine, voilà, à tous ces immenses peintres, hein, de l'esthétique de la viande. Voilà, de l'animal mort. On a aussi des écrivains, hein, le boucher d'Alina Reyes, un livre érotique qui se passe dans une boucherie. Viande de... est-ce que c'est... Je ne sais plus de qui c'est. Oui, aussi. Voilà. La simple idée de nature morte. Oui, bien sûr, hein, avec toute la question de la nature morte. Il y a d'ailleurs un mouvement, j'ai vu ça, mais très fugacement l'autre jour, qu'il y a tout un mouvement qui remet en cause cette idée de nature morte. J'ai plus la référence en tête, mais si vous faites une petite recherche contre la nature morte, vous allez trouver des choses. Oui, parce que la nature morte est toujours extrêmement vivante. Hein. Je pense à ce travail, par exemple, d'une artiste une plasticienne qui s'appelle Ivana Adame-Macaque, et qui est d'origine argentine, qui travaille avec le vivant. Elle ne travaille pas sur le vivant, elle a travaillé avec des vers à soie. Et par exemple, ses œuvres sont toujours vivantes, et la décomposition, quand elle va présenter une œuvre avec des feuilles, des vers à soie dedans, etc., la décomposition fait partie évidemment du processus esthétique, c'est-à-dire du processus littéralement, étymologiquement, sensoriel et sensible. Il y a aussi François Dagonier qui a écrit un livre sublime sur le détritus, je crois, ou le déchet. Je ne sais plus si c'est du déchet ou du détritus, mais alors là, il descend comme ça dans les strates de ce qui serait de l'immonde. Et il va jusqu'au rebut ultime en passant par... Et dans mon livre, d'ailleurs, toute la dernière partie, c'est sur la vermine. Hein. Toute la dernière partie, c'est sur la vermine en littérature, parce que chaque fois qu'on pense aux animaux en littérature, on pense à des animaux nobles comme le lion, le tigre, ou à ou le cerf, évidemment.
Et puis j'ai essayé de montrer que les insectes, les arthropodes, etc., les petites bêtes font partie de la littérature. Pour revenir à votre question, justement, il y a aussi Jean Rollin dans Un chien mort après lui, qui fait le tour du monde des chiens féraux, des chiens errants. À partir du moment où vous avez des chiens errants dans le monde, c'est que vous êtes dans des parties du monde qui sont en proie à des désastres écologiques ou politiques, à des désastres historiques, puisque sinon les chiens errants dans nos bonnes sociétés sont automatiquement attrapés. Voilà, il n'y en a pas. Et donc il y a tout un passage sur Tijuana, sur la décharge de Tijuana, qui est vraiment passionnant. Et dans l'abécédaire de la beauté, il y a une entrée D comme débris par Déborah-Lax. Donc effectivement, on inclut complètement ces questions de monde abîmé dans une relation esthétique, avec un regard esthétique. Mais je pense qu'en écologie, il ne faut pas laisser la beauté aux réactionnaires, hein, si je puis dire. Il faut absolument qu'on réinvestisse cette notion en se demandant est-ce qu'il faut transformer les régions les plus pauvres, les départements les plus pauvres de France, comme je ne sais pas, la Corse, l'Aude, le Gers, les Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on doit les transformer en exportateurs de vent au prix d'un fracas complet et d'une destruction complète de leurs montagnes? Est-ce qu'on peut mettre au-dessus du village de Karamani, où il y a 100 habitants, est-ce qu'on peut mettre des éoliennes qui vont faire 160 mètres de haut, ce qui équivaudrait peut-être à mettre des éoliennes de 2,5 km en haut du Mont Blanc? Enfin, je ne sais pas si j'ai bien calculé. Donc, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous faire quelque chose anti-éolien. Je suis en train de dire on doit tenir compte dans notre réflexion sur les énergies durables de cette question du beauté du monde, et pas seulement du beauté de nos départements, voilà, mais aussi de la beauté du monde très loin. Très loin. Alors, en guise de conclusion, Patricia va poser une dernière petite question à Anne. Oui, alors, presque une question personnelle, en fait. Tout ce travail que tu as fait sur les animaux, la littérature, la beauté, l'animalité, etc., est-ce que ça t'a... Je suppose que c'est le cas, mais est-ce que ça a changé ton rapport aussi aux vivants, aux animaux, aux êtres autour de toi? Et est-ce que ça t'a engagé dans une relation aux autres animaux qui a changé depuis toutes ces années d'études aussi autour de... Étrangement, en fait, oui, j'ai parlé de Proust et de ma lecture de Proust tout à l'heure, mais j'aurais peut-être dû commencer par le début. Et comme beaucoup d'enfants, j'étais fascinée par les petites bêtes, hein, et les plus grosses, et puis le vivant, voilà. Et donc, ça ne m'a pas vraiment fait évoluer. Plus j'avance dans ce chemin-là de l'enfance, du monde des rêves, des contes, y compris des contes parfois qui font mal, hein, plus je me dis que c'est quand même incroyable que le monde de l'enfance, ce soit le monde des animaux et de la nature, dans les livres, dans les contes, dans Le Petit Chaperon Rouge, dans tout ce qu'on fait lire à nos enfants ou nos petits-enfants ou nos neveux, etc. Et puis qu'un jour, ce soit terminé. C'est comme si ça se joue à l'adolescence. Voilà. On passe à autre chose. Mais il faut surtout pas... Souvent, l'art aussi. Souvent, on dessine à fond quand on est enfant, et puis il ne se passe plus rien. Et quand les étudiants arrivent en école d'art, ils ne savent plus dessiner. Ouais. Ils ont des dessins comme quand ils étaient enfants, quand ils débarquent en école d'art. Tu vois, le seul l'animal. Le seul chemin qui m'emmène, hein, depuis l'enfance vers le monde du vivant, et ce que je gagne, je dirais, c'est vraiment la complexité. C'est-à-dire que plus j'avance, moins j'arrive à définir les notions. Qu'est-ce qu'on fait à nos animaux domestiques, par exemple? Est-ce qu'un animal domestique est heureux? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'un chat castré, qui est très bien nourri avec des croquettes, par exemple, et qui a un très beau poil, etc., et qui est magnifique, voilà. Et je ne suis pas en train de dire que je suis contre ça. Je pense que les chats d'appartement et les chats castrés nourris aux croquettes sont en fait des chats humains, des humains-chats,
qui font partie de la famille des humains et que les humains, après tout, qui vivent en appartement, des animaux très heureux. Des animaux. Voilà. Donc, non, plus j'avance, plus c'est complexe. C'est plus ça. Eh ben, je vous remercie infiniment pour cette entrée en complexité et peut-être on échangera de manière informelle en dehors de la salle. Merci beaucoup, merci de votre présence aujourd'hui. Et merci à Anne Simon et Patricia. Merci à vous pour votre bienveillance et votre écoute.